Bonjour à tous, enchanté. Merci d'être là pour ce live ce soir. Je suis Thibaut Rouquayrol, responsable des investissements chez WeSeed. On est en compagnie d'Antoine Renuy, le président et fondateur, des Compagnons. Donc voilà, juste un petit peu de contexte. Ce soir, c'est un live dans lequel, Antoine va pouvoir vous présenter, l'entreprise qui est actuellement, en collecte, sur la plateforme. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger directement avec vous pour répondre à vos questions. Donc je vais vous laisser poser vos questions, pendant tout au long de ce live, que ce soit pendant la présentation ou à la fin. Simplement, on y répondra plutôt en fin de live, comme ça, on prendra toutes les questions, une par une en fin de présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser, quand elles vous viennent, pendant la présentation. Sur ce, Antoine, je te laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup Thibaut. Bonjour à tous, bonjour. Donc, je m'appelle Antoine, je suis le fondateur de Les Compagnons, fondateur et DG de Les Compagnons. Alors, des Compagnons, qu'est-ce que c'est? Donc, on a développé un petit robot d'assistance pour les peintres en bâtiment. C'est un petit robot qui va aider les artisans et les ouvriers. On le voit ici. On voit aussi l'évolution historique, on va dire, du robot. Donc, un premier prototype qui était celui-là, qui ressemblait pas vraiment, mais qui a permis d'éprouver le concept. Aujourd'hui, on est plutôt sur ce produit qu'on voit ici. Donc il y a vraiment eu une évolution, technique, évidemment. Alors je vais vous montrer une petite vidéo pour, que vous le voyez également, en fonctionnement. Alors il va des passes de haut en bas, vraiment de manière très, très répétable. Donc on opère sur les plafonds, sur les murs, de manière très, très régulière. Et donc ça, c'est un peu gage de qualité également. Ce qui est intéressant, et donc là, je vous parlerai du process. Vous voyez en fait ce scanner, on en reparlera, mais il intervient dans le process. Il y a également une deuxième étape qui intervient également, qui est celle de sélection des surfaces. Donc ça, en fait, c'est comment on fait pour déployer d'un point de vue opérationnel. Ces deux étapes-là interviennent. On a d'abord une étape de scan que je vais détailler, une étape de sélection des surfaces qui permet de dire à la machine ce qu'elle doit faire, et ensuite on réalise les opérations. Donc c'est ce que vous avez vu, une opération de mise en peinture sur les plafonds ou sur les murs. Voilà. Hop, je vous laisse voir Paco en fonctionnement sur un chantier type. Voilà. Alors, juste, on le voit pas Antoine là, on voit pas la vidéo. Ah bon. Ouais, OK, on donc est je vais sur la présentation. OK, alors je vais changer le partage. Heu, Partager l'écran. Ah oui, c'est ça, OK. Tac. OK, donc je vais remontrer du coup, C'est parfait. voilà. Super. Donc là, on voit le robot en fonctionnement, donc on voit Paco. Donc Paco travaille de haut en bas et de bas en haut de manière très très régulière avec des passes en fait qui sont faites à un intervalle qui est calculé par la machine pour appliquer la bonne quantité de peinture. On voit qu'il opère donc sur les murs et sur les plafonds. Ce côté, alors là on voit le scanner hein, dont je parlais. Hop, voilà. Alors scanner qu'on n'a pas développé, c'est quelque chose qui est simplement sur l'étagère qu'on a acheté sur l'étagère. L'étape de programmation, donc de spécification du travail, qui est une programmation, spécification très visuelle avec une tablette. Voilà. Donc là, c'est vraiment un Paco qui travaille dans un environnement de travail type. On aura l'occasion de voir d'autres chantiers, enfin des différents chantiers que je pourrais vous montrer, des exemples de réalisations qu'on a pu faire. Hop, voilà. Hop. Alors, d'un point de vue du processus, je vous ai dit que Paco travaillait en 3 étapes. On a d'abord une étape de scan où on va numériser l'environnement. Donc ça, c'est cette première étape que vous voyez ici. On a un scanner, on met au milieu de la pièce, on appuie sur le bouton, ça tourne en à peu près 15-20 secondes et on numérise complètement l'environnement grâce à ça. On obtient une maquette 3D, si vous voulez, d'environnement dans lequel Paco va évoluer. À la deuxième étape, qui est l'étape de programmation qu'on voit ici, on va interagir avec cette maquette qu'on vient de scanner. On va cliquer sur les surfaces qu'on veut peindre, donc les murs, les plafonds, les coffrages, ce que vous voulez, une colonne, voilà. Donc vous cliquez avec le doigt. C'est très visuel, très tactile. C'est voilà, cette notion de programmation a été voulue pour être très simple. D'ailleurs, on a un brevet sur le sujet. Et une fois que le robot sait ce qu'il doit faire, eh bien, il peut travailler en toute autonomie. Donc là, on appuie sur play, et donc le robot travaille de manière autonome dans une pièce. Il est complètement autonome. Il va travailler sur les murs, les plafonds. Il passe d'un mur à l'autre et des murs au plafond automatiquement. Pendant ce temps-là, le peintre peut aller faire autre chose. Donc il peut aller, je sais pas, travailler sur la préparation dans les étages, dans différents étages. Il peut aller manger son sandwich.
cette notion d'autonomie, elle est vraiment, c'est une forme de paralysation du travail, hein. Le robot est complètement autonome dans une pièce, on peut le laisser travailler complètement. Donc c'est de là que vient l'intérêt. On a 2 brevets, alors 2 brevets qui sont, enregistrés et un qui est en attente. Hem et je vais également vous montrer, hop, parce que je retrouve ma souris, voilà. Donc également vous montrer un dispositif ou une fonction qui est vraiment très, très intéressante dans Paco. C'est que quand Paco applique ses passes de peinture, et bien, une passe, standard de peinture, je vais vous remontrer dans la vidéo, une passe standard de peinture, ça fait à peu près 100 microns. Voilà, donc c'est ce qu'on sur une passe, normale, on est à peu près sur une épaisseur de 100 microns. C'est ce que alors c'est ce qu'on voit ici. Mais Paco, en fait, comme il est très, très régulier et comme en plus on a rajouté en fait un système, une forme d'intelligence, où on va venir, bon, je rentre pas dans le détail technique, mais en fait, on connaît le comportement des peintures et donc on est capable de prédire et de prévoir la quantité de peinture qu'on va appliquer et donc de ce fait, quand on applique une passe de peinture, on peut appliquer 100 microns, 200 microns, voire 300 microns. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut partir du placo brut et appliquer les 300 microns, donc de 3 couches en une seule fois. Et donc, à la place de faire le lundi votre impression, donc la couche de préparation, le mardi votre première couche de finition et le mercredi votre deuxième couche de finition, et ben le lundi vous avez complètement terminé. Alors, c'est pas toujours possible sur tous les chantiers, mais c'est possible sur beaucoup de chantiers et c'est plus, alors c'est plus en termes de ce que veut le peintre, c'est un choix du peintre finalement. Donc, on peut le faire sur tous les chantiers, mais le peintre peut choisir de faire une couche, deux couches ou trois couches. Nous, souvent, on intervient en deux couches en une passe. Ça nous est déjà arrivé aussi d'intervenir en trois couches. Alors, je vais vous montrer un exemple d'intervention en trois couches. Voilà. Tac. Donc, je passe ici. Alors, pourquoi c'est intéressant d'utiliser un robot comme celui-là? Eh ben, en fait, on va pouvoir réduire les coûts, évidemment. Donc, on estime qu'on est à peu près 35 à 40% moins cher qu'avec un humain. Alors, pour certaines typologies de chantier, hein, si vous faites de la petite rénovation, ça va pas être intéressant. En revanche, si vous faites des volumes avec des établissements, des typologies de chantier qui auront des accès faciles, des grandes surfaces, là, ça a vraiment du sens et on peut déployer Placo vraiment pleinement. Et c'est là que les gains de coûts en fait interviennent. On a également des grosses problématiques de pénurie de main-d'œuvre qualifiée sur les chantiers, que ce soit en France, à l'étranger, en Allemagne, on rencontre aussi beaucoup, en Angleterre également. Donc c'est pas simplement en France. Si on peut utiliser des robots là où ils sont vraiment, là où ils peuvent intervenir, on peut utiliser les peintres là où ils sont vraiment nécessaires, là où ils ont une valeur ajoutée. Donc sur les travaux qui vont être des travaux fins, sur la prise de décision. Et c'est aussi là qu'on voit la complémentarité entre l'homme et la machine, donc la notion de collaboration avec un robot. C'est que on peut utiliser d'un côté la dextérité de l'homme et son intelligence, et de l'autre côté le côté très répétitif et le côté réalisation des travaux pénibles avec le robot. Donc c'est cette séparation des travaux qui est vraiment intéressante quand on fait intervenir des robots comme celui-là. Également, ce qu'on va voir, c'est qu'on a une qualité, alors on arrive à obtenir des niveaux de qualité qui sont vraiment un cran au-dessus de ce que les humains savent faire, parce qu'on est très très répétitif. La distance qui a été calculée par la machine pour appliquer la bonne quantité de peinture, on va vraiment la respecter. La vitesse, on va vraiment la respecter. C'est vraiment voilà, cette notion de qualité, elle est vraiment très présente en fait dans la peinture robotisée. Pour le peintre, il y a pas mal de notions de pénibilité en fait qui interviennent sur les chantiers. Donc quand vous parlez à un peintre, à partir du moment où il a 40-45 ans, il a forcément mal quelque part parce que on retrouve beaucoup de tendinite. En fait, c'est des métiers qui sont durs. Quand on peint avec la main au-dessus du cœur, quand on fait toujours le même geste comme ça pendant 20 ans, à force en fait on use les corps. Si on peut réaliser certains de ces travaux par des machines, évidemment, c'est moins pénible, c'est moins difficile pour les humains. Donc ça, c'est un des gros intérêts pour les compagnons. Voilà. Aujourd'hui, on est en lancement commercial. Alors, on fait notre lancement commercial avec deux partenaires industriels qui sont Unicalo et AkzoNobel. Ce sont deux fabricants de peinture. Alors, Unicalo, c'est le numéro 2 ou 3 des peintures professionnelles en France. Alors, si vous êtes grand public, vous connaissez peut-être pas, mais les pros connaissent tous. C'est vraiment un acteur qui monte d'ailleurs. Et on a AkzoNobel qui est le numéro mondial sur les peintures décoratives. Donc, bon, c'est des acteurs qui sont des acteurs de poids. Et pour nous, c'est vraiment très intéressant parce qu'on est dans une phase où on sort de plusieurs années de R&D. Aujourd'hui, en fait, on se lance commercialement. Et donc, pouvoir se lancer commercialement sur le marché avec des partenaires de poids comme cela, c'est un accélérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller faire des salons ensemble. Ça veut dire que eux vont utiliser leur base de clients, donc les commerciaux, en fait, vont utiliser leur base de clients pour sélectionner
la bonne typologie de clients, ceux qui vont faire plutôt des grands chantiers, ceux qui vont faire des chantiers avec des accès faciles, des grandes surfaces. Et ils vont nous connecter à ces clients qui possèdent déjà. Et évidemment, quand on est une startup comme nous avec une dizaine de personnes en effectif, bah, le fait d'avoir accès à des forces de vente comme on peut les trouver chez les grands acteurs industriels comme Uniqlo ou AkzoNobel, ça a vraiment un poids. Et aujourd'hui, c'est impactant. Je vous parlerai de la traction qu'on a aujourd'hui. Il joue une part active en fait dans cette traction. Vous voyez différents éléments de communication ou d'événements qu'on a pu réaliser. Donc ça, c'est pour porter la bonne parole, pour promouvoir le projet, le faire connaître, parce que c'est une technologie qui est toute nouvelle, qui est naissante, et donc en fait il faut faire connaître. Donc on a des chantiers ici, enfin, ou des tests en Allemagne, en Angleterre ici, de nouveau en Allemagne, un chantier test en Allemagne ici, un chantier test avec Uniqalo dans le sud de la France, ici encore un chantier test, alors ça c'était un hôpital à Birmingham en Angleterre. Voilà. Tac. On a fait la une du Financial Times pour bon, c'était plutôt sympa, ça permet de se faire connaître de manière encore plus retentissante parce que c'est quand même un acteur de poids dans les dans le monde du journal. Voilà. Alors quelques chantiers qu'on a réalisés, un chantier avec mérite, je vais vous montrer celui-là plutôt. Voilà. Je pourrais vous donner les liens de tous. Celui-là, il est particulièrement intéressant. Hop. Voilà. Tac, voilà. Donc ça, c'est un chantier, en fait, c'est une école dans le sud de la France, près de Bordeaux, où en fait on est intervenu avec Darcos, qui est une entreprise du Bordelais, et on a réalisé. Alors là, ce qu'on voit, je fais un petit arrêt sur image. Ce qu'on voit, en fait, c'est une couche d'impression, et ensuite on a réalisé deux couches en une passe. Donc en fait, là, on n'est pas intervenu en trois couches en une passe. Donc on n'a pas fait 300 microns. On a fait d'abord une couche d'impression et ensuite deux couches en une passe. Donc à la place d'intervenir sur 3 jours, on est intervenu sur 2 jours. Donc c'est évidemment ça, donc ça compacte déjà pas mal. Euh, voilà. Et donc voilà, on a fait les trois étapes que vous connaissez. Scanning qu'on voit ici, programmation avec notre tablette et notre approche très tactile, très visuelle, et ensuite déploiement, donc réalisation des opérations comme on le voit ici. Tac. Je vais vous montrer un autre exemple qu'on a pu faire avec une entreprise qui s'appelle une entreprise qui s'appelle Vinci, voilà, que vous connaissez forcément. Alors c'était Vinci en Angleterre, Vinci UK. Donc un chantier sur l'hôpital Queen Alexandra à Portsmouth. Tac. Donc là c'est IHP, c'est leur filiale qui intervient sur sur des grands ensembles comme cela. Apps. Tac. Voilà. Et puis aussi, alors, on a un post LinkedIn sur le sujet. Si ça vous intéresse, en fait, il y a les vidéos, en fait, il y a la vidéo. Apps. Et également, en fait, on a fait un autre chantier encore. Alors, on fait pas mal d'hôpitaux avec Mérite, donc je vous passe pas la vidéo parce que bon, c'est toujours pas coquille pain. Mais pareil, vous pouvez retrouver également le post sur LinkedIn, sur notre LinkedIn. Voilà, Mérite, c'est assez intéressant. On en reparlera aussi. Donc voilà, c'est pas tous nos chantiers, on en a fait d'autres, mais c'est quelques chantiers qui alimentent notre quotidien, on va dire. Hop. En termes de traction, donc aujourd'hui, en fait, il y a deux choses qui se passent. On continue à faire des chantiers. Donc là, en fait, ce sont les chantiers qui sont en cours de discussion avec, ici, c'est une boîte, une entreprise de peinture qui se situe en Auvergne, une entreprise qui a pignon sur rue, hein, c'est une boîte assez conséquente. Pareil, Tetra à Bordeaux, des gommes dans le nord de la France. Ici, une entreprise de peinture, Van Vanderen en Hollande. GCC, qui est une entreprise de construction. Enfin, voilà. Donc, il y a plusieurs chantiers qui sont en réalisation, en cours de discussion. Et ces chantiers peuvent servir à deux choses. Soit, en fait, on loue la machine et donc les gens utilisent le robot pour réaliser le chantier, soit en fait c'est un préalable, un test, on va dire, un pilote en vue d'un achat. Et donc aujourd'hui, en fait, on a déjà en fait réalisé plusieurs de ces chantiers en vue d'un achat, plusieurs pilotes en vue d'un achat. Et suite à ces chantiers, on a trois discussions en cours de réalisation sur des ventes. Donc on a trois ventes en cours de discussion. Donc une en Hollande avec un réseau de distribution. Donc celle-là, elle est particulièrement importante pour nous parce que c'est pas juste une vente pure et dure, c'est la promesse en fait de pouvoir avoir un réseau de distribution en Hollande. Donc pour nous, c'est particulièrement structurant et ça fait partie de notre modèle en fait de développement. Une vente avec Merit qui est également en cours de discussion, donc suite à un chantier qu'on a fait à Birmingham, un hôpital à Birmingham. Et donc là, Merit, c'est un constructeur hors site qui est situé
au Royaume-Uni, et Unicalo, qui est un de nos 2 partenaires, industriels, avec qui on est en train de mettre en place, l'offre de location dont je vous ai parlé, et pour qui ça a du sens, en fait, également d'acheter une machine pour vendre plus de peinture simplement, sur leur métier historique. Alors on n'est pas les seuls sur, le marché, hein, on a de la concurrence. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les concurrents sont plutôt orientés sur des machines, qui vont être, un peu plus, alors, elles sont plus lourdes. Ils ont fait des choix, en fait, techniques, où ils vont, utiliser des composants robotiques préexistants, et donc en fait, ils ont pas une machine qui a été conçue spécifiquement pour, l'application, et donc de ce fait, en fait, ils sont plus lourds. Également d'un point de vue automatique, alors nous, on est vraiment sur une collaboration entre l'homme et la machine, où l'homme et la machine travaillent, de manière, enfin, main dans la main, on va dire. Okibo, par exemple, ils sont sur des approches qui sont beaucoup plus automatisées. Donc ça a du sens sur certains chantiers. Par exemple, si on veut faire un parking, ben, il faut juste appliquer de la peinture, on se pose pas trop de questions. Si vous voulez aller faire, de la décoration, par exemple, bah, vous allez avoir des cas où, je sais pas, imaginez, bon, nous, on est dans le nord, donc on peut avoir un beau mur en briques, par exemple. Vous voulez pas peindre, ce beau mur en briques, et en revanche, les autres, murs, vous voulez peindre, bah, avec une approche complètement automatisée, c'est la machine qui décide ce qu'elle peint. Donc, cette interaction-là, vous l'avez pas. Donc bon, c'est des approches qui sont un peu différentes, et donc qui peuvent avoir du sens sur d'autres typologies de chantiers. Au Kibo, par exemple, ils vont être un peu plus limités du fait de ces choix techniques qu'ils ont pu faire. Voilà. Donc, bon, voilà. En termes de feuille de route technique, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une base robotique qui permet de comprendre son environnement et de réaliser une première application de peinture, donc une première fonction qui est l'application de peinture. On est en train de développer d'autres fonctions, donc notamment une fonction de ponçage. Donc ça arrive, c'est en train de se faire en ce moment. Ça, on a des résultats qui sont plutôt sympas. Je pourrais vous montrer une vidéo, à la slide suivante. On est également en train de travailler sur l'application d'enduit, donc avec une machine qui sera un petit peu différente. Donc là, le ponçage, c'est la même base robotique. Pour l'enduit, en fait, on change un peu la machine, on change la mécanique de la machine. Et après, on a d'autres opérations, alors en diversification. Donc là, ce sont des métiers de peintre, hein, ponçage et enduit. Ensuite, on a d'autres diversifications sur d'autres métiers, soit du bâtiment, soit dans l'industrie. On a aussi en fait d'autres applications, par exemple en carrosserie automobile, dont on est en train de parler. Donc je l'ai pas mis dans la roadmap parce que c'est pas encore complètement abouti comme discussion, mais il y a des gens qui s'intéressent à nous en fait sur ces sujets. Je vais vous montrer une petite vidéo en fait de robots qui poncent. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors c'est une robot, c'est une vidéo technique, hein, donc c'est pas une vidéo commerciale, mais bon, voilà, on voit le résultat, un avant-après. Voilà, ici on voit avant, ici on voit après. C'est quand même beaucoup plus propre après. Et on voit également que c'est la même base robotique sur laquelle on a changé simplement l'effecteur, donc la partie outil. Voilà. Hop, bon, je vais arrêter la vidéo. On comprend le principe. Hop, en termes d'entreprise, on a une petite dizaine de personnes en fait dans l'entreprise aujourd'hui, avec également un conseil d'administration et des gens qui nous conseillent d'un point de vue commercial. Hop, on a été fondé en 2018, ça je vous l'ai dit, on est une petite dizaine de personnes. Alors on a gagné la médaille d'or de l'innovation à Batimat, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a également lauréat de France 2030, un AMI orienté robotique, ce qui veut dire un peu de reconnaissance et également un peu d'argent en subvention qui nous est parvenu. On a déjà fait plusieurs tours de financement, donc on a levé à peu près 2 millions, 2 millions 5 depuis le début de la société. Aujourd'hui, on réalise un bridge au travers de WeSeed, et c'est un bridge qui a vocation en fait à préparer le financement pour un tour de financement plus conséquent qu'on va voir par la suite, qui est de entre 3 et 5 millions d'euros. J'en reparlerai un petit peu plus précisément dans une slide suivante. En termes de marché, alors ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'en France, donc le marché de la peinture est assez différent en fonction des pays dans lesquels on parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des marchés qui sont assez matures. En France, on a beaucoup de petites entreprises. Il existe des grosses entreprises, mais on a quand même beaucoup de petits artisans. Évidemment, nous, on ne veut pas vendre à ces petits artisans. Nous, c'est plutôt les entreprises structurées qui vont faire à partir de 10, 15 personnes. Là, on commence à intéresser en fait les entrepreneurs ou des constructeurs, par exemple. Voilà. Donc les 2 partenaires marketing dont je vous ai parlé, voilà. Alors ils sont plus que partenaires marketing parce qu'en fait, ils sont aussi actionnaires de l'entreprise, donc ils font un peu partie de notre ADN. Voilà. En termes de modèle économique, je vous ai parlé du modèle de lancement, où en fait, où on fait une forme de co-marketing avec Unicalo et AkzoNobel. L'idée également, c'est de pouvoir lancer sur un modèle, alors 2 modèles, un modèle de vente d'un côté, où on va intervenir en vente pure et dure, ou avec un financement au travers d'un lease,
ou alors, aujourd'hui, on intervient aussi, en fait, sur du modèle de location, qui permet soit à des entreprises, en fait, qui sont un petit peu plus petites, qui vont pas forcément avoir tout le temps les chantiers, quand même d'avoir accès à un PACO, pour un chantier particulier sur lequel ils veulent de la performance. Ou alors ça permet de faire un pilote, sans que ça coûte trop cher, de manière à préparer un achat et donc c'est comme ça qu'on a fait, nos achats, enfin les ventes qu'on est en train de faire, en fait, on les a préparées comme ça. Maintenant, ça, c'était pour notre modèle de lancement. En termes de développement commercial, on a un modèle qui est un petit peu différent. On veut faire les choses de manière indirecte, ça veut dire avoir une présence locale. Donc, par exemple, dans le sud de la France, nous, on est à Lille, et bien, du coup, pouvoir être présent dans le sud de la France, en Hollande, en Belgique, en Allemagne. Aujourd'hui, on est présent dans 5 pays, grâce à nos partenaires Uniqalo et AkzoNobel. Belgique, Hollande, Allemagne, Angleterre et France évidemment. Mais on assure les choses en direct. Alors tant que les volumes sont pas importants, en fait, c'est faisable, hein. On prend Paco et puis on prend la camionnette et puis on va à Birmingham, à Hambourg, on l'a déjà fait, voilà, au sud de la France, à Bordeaux. Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir scaler, donc se développer, en ayant une présence locale de partenaires qui vont pouvoir assurer, alors soit de la vente avec une connaissance locale du marché, de la location, heu, un accompagnement avec un service de formation ou un accompagnement avec un service de maintenance. Tout ça localement, sans que nous, on ait besoin en fait de à chaque fois se déplacer, voilà. Donc ça, c'est intéressant et c'est pour ça que je vous disais que cette vente à l'entreprise hollandaise, qui a un nom imprononçable, Verfestrijk Group, cette vente-là, en fait, elle est particulièrement importante parce que justement, c'est la perspective, de mise en place d'un premier réseau de services pour pouvoir être présent localement et puis avoir cette notion de réseau de service, ce sera notre premier distributeur. Donc c'est vraiment fondamental pour nous, c'est plus qu'une vente en fait. Voilà. Hop, je reviens sur le modèle économique, voilà. Donc évidemment, en fait, aujourd'hui, on se lance sur l'Europe, mais bon, il y a d'autres géographies où ça pourrait faire sens également, où le prix du travail est suffisamment élevé, où il y a des problématiques de pénurie de main-d'œuvre, et cetera et on sait qu'aux États-Unis, il y a les mêmes problématiques. Alors ça, c'est le modèle de service dont je vous parlais. Donc en gros, hein, dans le modèle de vente indirecte au travers de réseaux de services, on retrouve vraiment quatre services, revente, location, formation et maintenance. Voilà. Et on appelle ça des VAR, donc des revendeurs à valeur ajoutée. C'est ouais, un acronyme de VAR. Hop. Je vous parle également en fait donc de notre financement. Donc je vous ai dit WeSeed pour nous c'est une forme de bridge. On a également en fait en ligne de mire une levée de fonds en capital pour laquelle on cherche entre 3 et 5 millions d'euros, plutôt pour la fin de l'année. Aujourd'hui, en fait, on a déjà 2 followers qui sont OK pour participer. Donc, on a un historique en fait qui est Unicalo qui est OK pour continuer à nous accompagner financièrement. On a également en fait un gros acteur de l'automatisation américain, donc un corporate, donc une entreprise, une grosse entreprise. Et donc aujourd'hui, on cherche ce qu'on appelle des leads, donc des gens qui vont pouvoir lead en français, je sais pas comment on dit, qui vont pouvoir mener en fait la levée de fonds. Donc les gens qui vont mettre un peu plus d'argent, qui vont faire tout le suivi de manière un peu plus poussée, ce qu'on appelle donc un suiveur. Et donc aujourd'hui, on est en recherche, on est en discussion avec des family office et des corporates sur ce sujet-là. Voilà, donc c'est une démarche qui est en cours avec un lever qui est un lever parisien et qui nous donne accès à la fois à un réseau en Europe, également en Asie. Alors, sachant qu'on cherche pas que là, on a également des contacts aux États-Unis. Je vous disais, en fait, on a un corporate américain qui est intéressé en tant que follower. Euh, voilà, j'ai terminé la présentation, donc je suis tout à fait disposé et je serais ravi de répondre à vos questions. Une petite note d'entamer en fait cette phase de questions-réponses, juste pour vous dire que on organise une démo, donc un démo day, dans 3 semaines, le mardi 25 mars, dans nos locaux. Donc là, ce sera donc près de Lille, à Marc-en-Barœul, à 18h. Donc vous êtes tous les bienvenus et je serais ravi de pouvoir échanger et répondre à d'autres questions si vous en avez encore et vous montrer à la fois, enfin, vous présenter notre équipe, vous présenter notre environnement de travail et voir Paco en fonctionnement dans un environnement de démonstration qui est celui qui nous sert de travail tous les jours. Voilà. Merci beaucoup et à vous pour les questions-réponses. Merci Antoine pour la présentation et merci aussi pour l'organisation de ce démo day. C'est vrai que c'est toujours un plus en tant qu'investisseur de pouvoir venir voir, rencontrer les équipes et voir
le produit, en direct. Hem, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet prévu à cet effet, en attendant que voilà, que des décideurs nous posent des questions. Moi, j'en ai une, Antoine, donc là, tu l'as bien précisé pendant ta présentation, l'opération qui est présentée sur WISIT, c'est celle d'un financement bridge, du coup, qui va prendre la forme d'obligations convertibles en vue, du coup, de cette levée de fonds prévue en fin d'année. Hem, donc à quoi vont servir les fonds, pour, les compagnons, dans le cadre de cette opération? Oui, donc effectivement, donc on est dans le cadre d'une opération de bridge entre aujourd'hui et puis, cette levée de fonds plus conséquente, donc notre tour numéro 4, entre 3 et 5 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Cette, opération se fait en obligation convertible. Donc l'obligation convertible, ça ressemble un peu à un prêt. Donc, pour nous, c'est, sur une période, à peu près de 18 mois. Alors je dis à peu près parce qu'en fait, il y a des petites variables d'ajustement, mais en tout cas la durée nominale, c'est 18 mois avec un rendement de 12%. Voilà, donc tous ces détails-là, évidemment, alors soit on peut en discuter, vous me posez des questions et puis, moi je peux y répondre. On retrouve également ces détails financiers en fait sur la page, du projet, sur WeSeed. Nous en fait aujourd'hui on lève en fait pour 3 raisons. En fait, on a des, on a l'argent va servir à 3 choses, on va dire. Un, en fait, on a une démarche commerciale qui est en cours, et qu'on veut dynamiser et donc l'argent, en fait, va servir à nous développer commercialement, à la fois sur le fait de pouvoir closer les ventes dont on a parlé, que je vous ai évoquées et qui sont vraiment importantes pour nous puisque ce sont nos ventes, nos premières ventes, les ventes early stage, et donc pouvoir, en fait, accélérer sur ces ventes-là et en provoquer d'autres au travers, des chantiers qu'on a pu évoquer là, les chantiers donc qui sont en cours de discussion. Hem et qui j'espère en fait donneront lieu à d'autres ventes. Il y a pas de raison puisque les premiers ça a marché, donc j'espère que la suite ça continuera. On a une deuxième raison également, c'est que en fait on cherche à produire le robot. Donc aujourd'hui on a un environnement de production qui est qui est les locaux dans lesquels je vous contacte. Juste en dessous de moi en fait on a un petit atelier. Et donc pour pouvoir produire, alors aujourd'hui on peut produire les premiers robots. En revanche pour produire les suivants en fait on a besoin de stock. Et donc ces stocks en fait il faut les financer. Et pour les financer, on réalise ce bridge. Voilà, c'est la deuxième composante. Et ensuite, on a une troisième composante, une troisième raison pour laquelle on cherche à mettre en place ce bridge, c'est que je vous ai parlé d'une roadmap R&D. Donc cette roadmap R&D, il faut la financer. Elle est assez fondamentale parce qu'il y a vraiment en fait beaucoup de valeur en fait en termes de complémentarité des fonctions sur entre la peinture, le ponçage, l'enduit. Il y a une complémentarité des fonctions parce que le métier du peintre, c'est ça, c'est ces trois fonctions-là, c'est ces trois actions-là. Et donc, on voit bien que quand on parle à des peintres aujourd'hui, la peinture, c'est un point d'entrée, ça les fait déjà un petit peu saliver, mais ils ont les étoiles dans les yeux quand ils savent que, en remplaçant l'effecteur, en remplaçant la tête de peinture par une tête de ponçage, ils vont pouvoir faire une autre opération. Et donc, pouvoir mener à bien en fait cette démarche de R&D, c'est assez important pour la valeur en fait que l'on peut donner à Paco. Et donc, la troisième composante d'utilisation des fonds, c'est ça, c'est financer la R&D sur le ponçage et la V2. Parfait, merci pour ta réponse, c'est très clair Antoine. Hem, toujours dans ce sujet, de l'opération financière, on va dire telle quelle, tu as mentionné du coup que vous étiez accompagné par un leveur de fonds dans le cadre de cette nouvelle levée, hem et que vous cibliez majoritairement des family office et des corporates. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être, pourquoi vous ciblez des corporates et voilà et pourquoi enfin voilà, pourquoi cette, stratégie-là? Ouais, alors c'est un peu la même raison pour laquelle, on cible des family office et des corporates, c'est que c'est de l'argent qui a du sens, en fait. Alors bon, non pas que de l'argent, de fonds d'investissement n'ait pas de sens, mais, il a encore plus de sens quand il y a un corporate derrière, parce qu'un corporate, il investit pour des régions stratégiques. Ça veut dire que, nous, par exemple, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on a un savoir-faire industriel sur le développement de robots pour les peintres. Donc ça, voilà, on l'a mis en place au travers de ces dernières années. Il y a d'autres enjeux derrière, en fait. On sait que pour produire 10 robots, 20 robots par an, on va y arriver. On a ce qu'il faut, en fait. On a l'atelier qui va bien et on a les compétences qui vont bien, en fait, dans l'équipe. Donc ça, on sait faire. Maintenant, pour monter en gamme, pour monter, en fait,
sur des cadences plus élevées. Il y a un savoir-faire un peu particulier sur la production industrielle, à la fois sur comment on fait pour produire, donc comment on s'organise pour produire, et également comment on fait pour sourcer en fait ces approvisionnements de manière à les sécuriser et aussi à diminuer ces coûts d'approvisionnement. Et donc ces savoir-faire-là, alors soit on les acquiert à la sueur, en testant, en essayant, soit en fait on les intègre au travers en fait de gens qui savent déjà faire, et donc par exemple des corporates avec cette composante industrielle. Donc c'est ce savoir-faire-là, c'est ce type de raisons-là pour lesquelles on va chercher de l'argent corporate. Évidemment, il y a d'autres raisons qui peuvent nous amener en fonction de la typologie, en fonction de l'ADN de ces corporates. On pourra aussi aller chercher des gens qui vont pouvoir faire de la distribution. Typiquement, AkzoNobel et Uniqalo, la raison pour laquelle on est allé les chercher, c'est pour avoir un accès au marché. On sait qu'on est une toute petite entreprise, une toute petite start-up, alors on espère qui est amenée à se développer, mais en tout cas pour pouvoir accélérer, avoir accès au marché, avoir accès à une connaissance du terrain et des acteurs en jeu, eh bien, le fait d'avoir des gens qui maîtrisent déjà leur distribution, et bon, Uniqalo et AkzoNobel, ils ont plus grand-chose à prouver sur ces sujets-là. Pour nous, c'est un gros accélérateur. Donc, le fait d'avoir d'autres corporates qui potentiellement, avec un autre angle, peut-être plus l'angle de la peinture, parce que là, on est quand même déjà bien fourni, mais avec un autre angle, un angle plutôt hardware, donc les gens qui font des pompes, par exemple, ou des gens qui interviennent sur du matériel, ça pourrait être assez complémentaire. On pourra toucher d'autres gens. Donc, c'est de l'argent qui a du sens pour nous et qui va permettre de fournir à l'entreprise d'autres choses que simplement du financement. Voilà. Et les family office, il y a un petit peu ça également, puisque souvent, en fait, ce sont des fortunes industrielles qui interviennent. Donc, family office, hein, en fait, c'est des industriels qui ont fait fortune et qui cherchent à réinvestir dans des projets l'argent sur lesquels ils ont fait fortune. Et donc souvent, en fait, ce sont des gens qui ont déjà cette appétence entrepreneuriale ou projet. Donc c'est aussi de l'argent en fait qui a du sens, des gens qui vont être conseils, des gens qui vont pouvoir apporter autre chose que simplement du financement. Super, merci, merci pour ta réponse. On a une question, d'Arnaud dans le chat, qui demande c'est vrai que pendant la présentation, tu as parlé, on va dire plus longuement d'un des concurrents qui est le principal, le principal. Ouais, Est-ce que peut-être tu peux faire un point sur le reste de la concurrence, heu, enfin ouais, bien voilà, sûr. sur les produits concurrents du Paco? Ouais, bien sûr. Alors, il y a plusieurs produits concurrents. Il y en a d'autres également que ceux que je vous ai mis, que ce que je vous ai mis là. Donc, les concurrents principaux, c'est effectivement un israélo-allemand qui est Okibo, le premier dont je vous ai parlé. Il y en a un deuxième qui est Canvas. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce qui est intéressant, ce qu'on peut noter, c'est que dans tous les cas, ce sont des produits donc qui sont beaucoup plus lourds que nous. Donc ça, c'est un premier différenciant. Et ce sont aussi des produits en fait qui sont pas positionnés exactement sur les mêmes typologies de chantier. C'est vrai pour Okibo, ce que je vous ai dit, mais c'est aussi vrai pour Canvas. Hem, heu, on a également en fait une autre, hem, ah, on a tous commencé en fait par un angle un petit peu différent. Nous, on a commencé par la peinture. Canvas, ils sont arrivés par le ponçage. Okibo, ils sont arrivés par les enduits. On va tous à peu près vers la même direction. On voit tous que en fait, Canvas est en train d'introduire la peinture et puis l'enduit. Okibo, ils sont en train de faire le ponçage et puis la peinture. Et puis nous, on est en train de faire le ponçage et puis l'enduit. Donc, on sait qu'en fait, la brique technique la plus complexe, en fait, c'est avoir un robot qui peut réaliser des opérations, quelles qu'elles soient, comprendre son environnement, interagir avec les humains. Une fois qu'on a ça, on peut lui faire d'autres choses. Donc, ces angles en fait sont complémentaires et donc on cherche tous en fait à arriver voilà, au même même fonction, on va dire, mais suivant des paris ou des stratégies qui sont un petit peu différentes, notamment sur cette notion d'automatisation. Et donc là, bon, moi, je pense, en tout cas, quand on parle aux peintres de cette notion de collaboration entre l'homme et la machine, c'est quelque chose qu'ils perçoivent bien, qu'ils apprécient, parce que on va pas leur retirer leur boulot. Moi, cette notion de collaboration, elle résonne également bien, parce qu'aujourd'hui, je pense que un robot, alors il y a de la performance dans le robot, il y a des notions de régularité, il y a des notions de performance, de productivité. En revanche, il y a une dextérité, bon, faut pas se leurrer en fait, hein, il y a une dextérité que l'humain a, que la machine n'a pas encore. Donc aller peindre en fait des petits détails, des choses comme ça, les machines ne savent pas encore faire encore. En revanche, nous, on va pouvoir avoir le côté machine permet justement le côté très répétitif et très mécanique permet d'apporter autre chose. Et donc cette
capacité que les humains ont à prendre des décisions et à faire des travaux fins, que les machines ne savent pas encore faire, moi, je crois que ça, c'est assez fondamental en termes d'observation. Et je crois que du coup, la réponse, c'est d'avoir un robot qui puisse travailler main dans la main avec un humain pour avoir cette complémentarité. C'est mon pari. C'est pas le pari des autres concurrents, notamment Canvas et Okibo. Eux, ils sont un peu plus automatisés. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ben, typiquement les cas d'usage dont je vous ai parlé. Hein. Le robot va décider lui-même où il faut peindre. Et du coup, des fois, il peint là où il faudrait pas peindre. Donc, euh, alors, à la fois en termes d'acceptation et en termes de complémentarité de savoir-faire avec les humains, moi je pense que l'approche en fait est plus permet de faire des chantiers qui vont être plus fins et plus poussés. Et je pense qu'on répond à plus de cas d'usage. Donc bon, le positionnement qu'on a adopté, moi j'y crois. Maintenant, bon, c'est un marché qui est naissant. Euh, on n'est pas trop non plus d'acteurs pour pouvoir évangéliser parce qu'aujourd'hui, en fait, notre grosse barrière, c'est pas tant les obstacles, en fait, c'est pas tant en fait les concurrents que convaincre le marché, parce que c'est tout nouveau. Donc bon, les concurrents, je les connais, je les ai déjà rencontrés, on s'est déjà serré la main, discuté de comment on allait aborder la chose sereinement ensemble, et donc il y a plutôt une bonne entente. Après, on reste concurrents, évidemment, et nos approches sont un peu différentes. Et ça, c'est le marché qui dira ce qu'il veut et comment il faut optimiser les choses pour répondre à ses besoins. Voilà, donc on est à l'écoute du marché, évidemment. Et par exemple, la V2, bah, c'est typiquement une réponse à ce qu'on a pu entendre en faisant nos premiers chantiers. Parfait. Merci Antoine. On a une question de Thierry, qui est, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du coût à la location et aussi le prix de vente, du Paco, du coup, bah, vu que vous Ouais, êtes en lancement commercial, sur comment ça a été, envisagé? ouais. D'accord. Donc 2 offres effectivement. Donc aujourd'hui Paco en fait donc on est en offre lancement, on va dire en offre lancement, et sur cette offre lancement, on propose Paco avec le robot, le scanner et la maintenance. Donc sur 5 ans en lease, ça coûte 3 000 € par mois. Donc là c'est un achat mais qui est financé au travers d'un lease. Et donc ça c'est la première offre, donc c'est une offre tout compris. Et évidemment là-dedans on propose l'accompagnement avec le support et la formation. Et donc, c'est pas simplement, voilà, les clés de Paco et puis, bye bye, débrouillez-vous. Il y a toute une notion d'accompagnement qui est importante, et qui est aujourd'hui fournie par les compagnons. Donc, dans nos premiers déploiements, ben, on va sur site, on fait les chantiers avec les peintres. Ils éprouvent, ils testent, voilà, ils regardent, ils sont convaincus, et ensuite, ben, le moment où on déploie, on retourne avec eux pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et puis ils ont accès, en gros, pour l'instant, c'est un peu nos limites avec nous. Ils ont accès à tout le support qu'ils veulent. Ça, c'est pour la première partie, la partie vente, et qui potentiellement peut être financée. Et dans ce cadre-là, Paco vaut 75 000 €, sachant que le prix de vente, donc ça c'est la version lancement commercial, sachant que le prix de vente en fait de Paco c'est 150 000. Voilà. Donc si on compare ça à un peintre ça va. Alors il faut comparer à la fois le prix et la productivité évidemment. Un peintre, ça va coûter à peu près entre 45 et 50 000 € par an. Ça va avoir une productivité entre 200 et 500 mètres carrés par jour, on va dire. Paco, on est plutôt sur 600 mètres carrés par jour, avec la possibilité de faire 2 ou 3 couches en une passe. Donc la productivité est bien supérieure, bien supérieure. Et donc quand on met tout les uns derrière les autres, là, quand on met toutes les coûts liés à Paco et les coûts liés à un humain les uns derrière les autres, on se rend compte que Paco est moins cher d'à peu près 35-40%. Voilà. Il y a un investissement qui peut être lissé, on va dire, au travers du financement, par exemple, sur un lease. Mais le coût de Paco, l'investissement, comme tous les investissements, c'est un investissement industriel, hein, finalement. C'est un peu comme un industriel qui achète une nouvelle machine pour produire plus, donc une nouvelle machine, je sais pas, une presse à injection de plastique. Il sait quand le nouveau modèle, en fait, eh ben, il pourra produire plus. Ben, on rentre dans une ère un peu industrielle. De la production de bâtiments grâce à la robotique. Et donc, il faut changer les états d'esprit. On va plus simplement acheter un pot de peinture et puis un pinceau pour produire. On va aussi acheter des outils qui sont performants et pour lesquels il y a un investissement en capital à réaliser. Donc ça, c'est pour la partie CAPEX, on va dire. Maintenant, il y a une partie également qui est possible en charge pure et dure. Donc là, on prend Paco, ça coûte 300 € par jour. Les 2 premiers jours, on vient, on vous fait une formation.
Et puis après, vous êtes autonome avec le robot. Pareil, si vous avez besoin de nous, vous nous appelez. Euh, on fournit le support qui va bien. Voilà. Et donc c'est sur ce modèle-là, je vous ai parlé de toutes les discussions qu'on avait en cours, et je vais retrouver. Oui, c'est ça, voilà. Donc ça, c'est sur ce modèle-là de location, on a ces discussions-là qui sont en cours, donc avec toutes ces entreprises-là. Bon, il y en a d'autres, mais je ne les ai pas tous mises. Et sur la partie vente, on est en discussion avec ces 3 entreprises-là. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc pour résumer, voilà, un modèle, achat, soit en leasing pour lisser un petit peu le coût d'achat, soit en one shot et la location après, à la journée. On a un autre, commentaire de Thierry. Combien de temps faut-il pour préparer le robot avant de démarrer, la peinture? Donc, tout ce qui est définition de l'environnement et cetera et aussi pour l'après, à savoir nettoyer le robot potentiellement ou les éventuels entretiens qu'il y a à faire. Ouais, d'accord. Alors de manière générale, on considère qu'il faut à peu près 20 du temps d'un humain avec Paco. Donc évidemment, dans les temps dans les performances économiques dont je vous ai parlé, 35 à 40 de réduction des coûts, on l'a pris en compte. Qu'est-ce que c'est que ce temps-là? C'est, ramener, le robot de la camionnette au 5e étage, quand c'est le cas. Donc là, en fait, on a un petit chariot et puis, potentiellement, alors soit il y a un ascenseur, soit il y a pas l'ascenseur et puis du coup, en fait, on a un monte-escalier. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, il faut le prendre en compte. Il y a la notion de programmation, donc de scan et de programmation. Donc le scan, ça prend à peu près 15-20 secondes sur une pièce carrée. Si c'est une pièce un peu plus compliquée, on va faire 2 ou 3 scans. Donc c'est 2 ou 3 fois 15 ou 20 secondes. La sélection, en fait, c'est du clic-clic. Et ensuite, il faut remplir les pots de peinture et donc changer les pots de peinture et changer la batterie. Donc une batterie, ça dure 3 heures, 3 heures et demie. Une cartouche de peinture, c'est à peu près 18 litres aujourd'hui. On est en train de faire une nouvelle version où il y aura un petit peu plus de peinture, mais bon, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Euh, et donc, quand on met tout ça bout à bout, donc toutes les opérations autour du robot, eh ben, ça peut à peu près 20% du temps où l'opérateur est près de Paco. Et donc, ça veut dire que 80% du temps, il peut être un étage différent, en train de manger son sandwich, en train de préparer les supports avant que Paco intervienne. Voilà. Ça nous est déjà arrivé, par exemple, d'intervenir dans un chantier où on avait une grande pièce et on avait des gens qui étaient en train de poncer dans un coin de la pièce pour préparer les supports pour que Paco intervienne juste derrière. Donc en fait, ils se suivaient l'un derrière l'autre. Voilà. Super et en termes d'entretien après utilisation, du Ah coup, oui, est-ce que ouais, c'est ça, le nettoyage et cetera, comment ça se ouais, j'ai passe? oublié de répondre à ça, effectivement. Donc en fait, à l'intérieur de Paco, donc on a un robot, pardon, on a une pompe de peinture. Je vais essayer de vous retrouver une. Voilà, ici en fait, on a à l'intérieur, on le voit pas forcément, mais est-ce que j'ai. Non, on voit pas. J'ai pas de photo où on voit la pompe. Mais donc à l'intérieur, on a une pompe de peinture qui est une pompe airless, donc on appelle ça airless pour ceux qui connaissent, qui projette la peinture à haute pression, de manière à atomiser les petites gouttes de peinture et avoir un rendu très uniforme. Donc cette pompe de peinture, il faut la nettoyer dans 2 cas. Il faut la nettoyer quand on parque Paco, donc ça veut dire si vous considérez que vous n'allez pas utiliser Paco pendant une semaine, par exemple, et ben là en fait vous allez devoir le nettoyer et ça prend à peu près 20 minutes. Et voilà, ça prend à peu près 20 minutes. Et si vous devez changer de couleur de peinture, vous allez également nettoyer. Alors, l'intérêt qu'il y a d'utiliser un Paco qui est automatisé, c'est que quand on est sur donc, des pompes de peinture, il y en a déjà partout sur les chantiers. Hein. On n'a pas attendu Paco pour utiliser des pompes. Nous, on met juste une main robotique à la place de mettre la main humaine derrière le pistolet de peinture. Mais la pompe, ça existe déjà depuis 50 ou 60 ans. En revanche, quand on peint habituellement avec une pompe, eh bien en fait, on doit nettoyer tous les soirs parce que la pompe, elle trempe dans un fût de peinture et ce fût de peinture, en fait, il est directement exposé à l'air et donc la peinture peut s'altérer et le système peut boucher. Nous, on n'a pas ça. En fait, toute la peinture est confinée et donc on n'a pas la peinture est pas exposée à l'air et donc ça veut dire qu'on peut passer un week-end complet avec Paco. En fait, alors le petit la petite buse de Paco en fait vient se mettre dans une sorte de grosse éponge toute mouillée qui est sur le côté. Alors on la voit pas ici parce qu'elle est de l'autre côté, mais en fait ça vient se caler dans une éponge toute mouillée et donc la peinture elle est dans une cartouche qui est hermétique, qui est fermée hermétiquement et donc toute la chaîne, tout le circuit en fait de peinture est complètement hermétique et donc ça sèche pas. Donc sur 2-3 jours, vous n'avez pas besoin en fait de nettoyer. Et en plus,
quand vous devez nettoyer quand même, donc si par exemple vous arrêtez d'utiliser Paco pendant une semaine, ou que vous changez de peinture, et ben normalement sur une pompe traditionnelle, vous avez votre compagnon en fait qui prend son pistolet de peinture et puis qui attend pendant 20 minutes que de l'eau coule dans le circuit. Donc c'est assez long et en général ils le font pas. En général ils s'arrêtent au bout de 3 minutes. Nous en fait comme c'est tout automatisé, le peintre appuie sur cycle de nettoyage, il part. Le cycle de nettoyage s'est fait automatiquement et il revient. Ça a été fait selon les specs de la pompe et donc tout est fait, tout est propre. Et c'est assez, enfin, c'est bien fait quoi. Donc et donc pendant ce temps-là, le peintre peut faire autre chose. Euh, voilà. Donc c'est comme ça qu'on nettoie. Très clair. Et du coup, tu en as parlé, rapidement, mais juste pour le changement de couleur du coup, heu, il faut attendre du coup, bah, je suppose que enfin pour le programmer en 2 temps, c'est-à-dire en fait, si on a 2 couleurs à appliquer, dans une pièce ou dans un bâtiment, c'est d'abord enfin potentiellement d'abord faire les murs d'une seule et même couleur pour utiliser les cartouches et pas avoir à faire le cycle de nettoyage entre chaque, Ouais, et puis ensuite faire la seconde couleur dans un second temps quoi. C'est plutôt ça? tout à fait. Alors, c'est les mêmes contraintes qu'une pompe traditionnelle. Quand on fait une pompe, bon, parfois vous pouvez avoir bon, le, le gros de la surface, c'est du blanc, voilà, de manière générale. Alors après, souvent vous avez du blanc et puis des aplats de couleurs pour donner un petit peu de dynamisme. Voilà, c'est des choix d'architectes qui trouvent qu'il y a du rouge et du jaune là, c'est bien. Euh, et donc, ce que font les gens qui peignent au pistolet, c'est qu'ils font d'abord tout le blanc et puis ensuite ils vont intervenir sur, ils appellent ça la teinte, en langage de peintre, on appelle ça la teinte. Euh, et donc, on intervient en phase. On fait tout le blanc d'un côté, ensuite on va faire tout le rouge, ensuite tout le jaune, etc. Donc voilà, nous on intervient de la même manière. C'est les mêmes contraintes, les mêmes contraintes. Donc quand on intervient au pistolet et pardon, quand on intervient à la brosse et au rouleau, on peut passer d'une couleur à l'autre assez facilement. Mais bon, on a des rendements qui sont vraiment très très faibles. À partir du moment où on intervient au pistolet, que ce soit du pistolet manuel ou du pistolet robotisé, on va faire des lots, donc tout le blanc, toute la peinture rouge, etc., etc. Donc bon, ça se fait assez bien. OK, très clair. On a une question de Damien aussi qui est: est-ce que, ce serait imaginable d'avoir une version miniaturisée, pour les artisans pour utiliser un mini Paco dans des surfaces, type, habitation classique en fait, Ouais. logement? Je suppose peut-être aussi à destination d'artisans qui seraient moins staffés, qu'une grosse entreprise de bâtiment, quoi. Ouais. Alors, on l'a déjà utilisé en fait sur du résidentiel, donc du résidentiel parisien, c'était à Maison Alfort avec Bouygues. Euh, donc en fait, on peut le déployer sur du résidentiel. En revanche, sur du résidentiel parisien, alors il y a résidentiel parisien et résidentiel. J'ai fait la distinction entre les deux. À Paris, les couloirs sont tout petits. Là, on est en train de creuser un projet. Alors, je vous en ai pas parlé, mais il y a une entreprise de construction à Lisbonne en fait qui nous a contacté pour faire un chantier là-bas. Les dimensions des appartements sont plus, enfin, ils ont plus de place qu'à Paris, ça c'est sûr. Et ce qu'on voit aussi, c'est que en Paris, on discute aussi de chantiers résidentiels dans la région là en ce moment. Et les plans en fait sont bon, ça permet assez facilement de faire intervenir un Paco. Bon, cela dit, Paco il a une empreinte au sol sur cette V1 qui est une empreinte au sol qui est celle que vous avez vue là. Et évidemment, plus Paco sera petit, plus ce sera facile de le faire intervenir dans des plus petites surfaces. Et donc, pour du résidentiel en rénovation, sur des choses un petit peu exiguës, ça vaut la peine en fait d'avoir quelque chose de plus petit. Donc ça, on l'a entendu, on l'a écouté de la part de certaines entreprises, notamment qui sont en rénovation. Et alors, je vous ai pas parlé de toute la roadmap, mais en fait, pour pouvoir mettre en place la version avec l'enduit, en fait, on va devoir revoir la partie mécanique. Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, on a la partie peinture. On fait la partie ponçage et pour la partie ponçage, la fonction ponçage, on utilise la même base, donc c'est celle que vous voyez ici, ben, ce sera la même base. Voilà, c'est ce que vous avez vu en fait en train de poncer sur la vidéo, ben, ce sera cette même base-là. Donc c'est la base V1. En revanche, pour l'enduit, eh ben, en fait, on est en train de changer l'architecture de cette base-là. Et donc, dans l'architecture de cette base-là, on veut introduire deux choses. Un, une plus grosse pompe
pour pouvoir projeter les enduits. Les enduits, c'est pâteux, donc il faut des pompes qui seront plus costauds. Et donc la première raison pour laquelle on est en train de changer l'architecture de notre robot et passer à une architecture V2, c'est justement pour pouvoir mettre en place cette plus grosse pompe. Et il y a une deuxième raison que je vous avais pas évoquée pour pas complexifier le discours, mais bon, comme on me pose la question, je suis ravi d'y répondre. La deuxième raison d'être de cette V2, c'est de pouvoir également compacter le robot. Et donc il sera un tout petit peu plus petit. Donc aujourd'hui, on passe dans les portes de 83, celui-ci passera dans les portes de 73. Donc là, ce port de 73, même en rénovation des années 60-70, là, ça passe. Aujourd'hui 83, on passe dans tout ce qui est neuf et dans pas mal de choses de rénovation. Mais pour faire toute la rénovation, c'est 73. Et également, en fait, pour ne plus se poser de questions et puis pouvoir faire sans avoir à réfléchir sur les accès, intervenir sur toute typologie en fait de chantier. Et bien en fait, on va passer la longueur du robot. Donc là, la longueur que vous voyez ici, c'est 1,35 m. On va la diminuer à 86 cm. Et donc 86 cm, c'est pareil, en fait, on va pouvoir passer dans les appartements parisiens dont je vous ai parlé. Et ça Effectivement, ça. Oui, non, mais pour compléter ce que tu disais, du coup, c'est intégré dans la roadmap, quoi. c'est C'est quelque intégré dans chose la que vous roadmap. avez Le depuis. ponçage est plus avancé que la V2. On travaille sur les deux en même temps. Voilà, il y a une équipe, en fait, une partie de l'équipe qui travaille sur le ponçage et une partie de l'équipe qui travaille sur la V2. Ce sont pas les mêmes personnes. Le ponçage est bien plus avancé parce qu'on n'a pas à redévelopper la mécanique. Il y a juste la partie outil là qui a changé. Et donc, on a déjà des résultats qui sont vraiment sympas sur le ponçage. La V2 aujourd'hui, je peux vous la montrer, mais sous forme de CAO. Voilà, donc on travaille dessus activement. On commence à avoir des résultats qui sont intéressants, mais on n'a pas encore de choses palpables physiques, on va dire. Pour les gens éventuellement qui viennent lors de la démo, on pourra montrer la CAO en cours si ça intéresse, on pourra creuser ce sujet-là. Super, merci Antoine. Hem, nous chez WISID, on est convaincus que le secteur du bâtiment, il y a vraiment quelque chose à faire, mais comme tu l'as dit tout à l'heure et du coup, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, on sait que c'est un secteur, enfin voilà, votre principal concurrent, comme tu l'as dit, c'est presque l'acceptation du marché aujourd'hui, même si la solution, fonctionne. Hem, donc je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Comment, justement toi tu vois l'évolution du bâtiment? Enfin du secteur en général, hein. Est-ce que tu vois la robotisation et des solutions, et ce type de solution, arriver dans le secteur pour disrupter le marché? Est-ce que tu n'as pas peur du coup justement, que le secteur reste réfractaire en fait au changement et à l'innovation justement, par la robotique par exemple? Alors, le secteur est réfractaire au changement, hein, le mot, je pense ne pas vous apprendre grand-chose en vous disant que le monde du bâtiment, c'est quand même un secteur qui est réfractaire au changement. Voilà. En revanche, on a quand même beaucoup de problèmes d'organisation sur les chantiers, tels que c'est fait aujourd'hui, avec des enjeux en termes de performance, de coûts, de productivité qui sont vraiment de plus en plus importants, avec une pression qui est folle sur les sous-traitants et même sur les constructeurs, hein. C'est une pression qu'ils ont, pression du marché qu'ils transmettent à leurs sous-traitants. Et je pense que on est arrivé au bout de la performance, enfin, au bout des cycles de performance qu'on peut obtenir en fait avec l'organisation actuelle. En parallèle de ça, la robotique pour les chantiers, c'est une évidence. Enfin, c'est en train, c'est pas mature, évidemment, c'est un marché qui est naissant. En revanche, la technologie est là. Donc aujourd'hui, en fait, on cherche à faire naître ce marché, et donc nous, on participe à cette naissance de marché. Mais c'est une évidence. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît une évidence que dans 10 ans, dans 15 ans, les robots feront de la même manière en fait qu'on a eu une transition sur l'industrie. Eh bien, en fait, nous, on est en train de porter les techniques de production de l'industrie dans le bâtiment. C'est les mêmes robots, alors c'est pas la même intelligence, il y a besoin de plus d'intelligence en fait pour, arriver, à produire sur les chantiers parce que ce sont des environnements qui sont plus complexes. En revanche, les problématiques de productivité, de coût, de qualité sont les mêmes, et comme on sait qu'on commence à avoir des éléments de réponse, de manière robotique, de manière, rationnelle, de manière, industrielle, eh bien, je vois pas comment on peut pas avoir, cette même transition qu'on a pu connaître dans l'industrie, dans le bâtiment. La technologie est là, les problèmes, sont là également et on peut y répondre avec la techno. Donc, voilà. Alors après, c'est vrai que, on est dans un monde qui bouge plus lentement,
que des secteurs qui sont hyper techno, par exemple. Et donc, bah, ça fait partie du projet, hein, ça fait partie des choses à prendre en compte dans le projet. Et quand on fait un bridge, quand on fait une levée de fonds, c'est ça également qu'on cherche à financer finalement. C'est fait partie en fait enfin, je vais pas vous dire que dans 6 mois, on aura vendu 300 machines et tout le monde aura adopté le robot. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Il y a une phase de d'évangélisation, faire connaître les solutions. Et moi, je peux vous dire également, enfin, ce chemin commercial, cette évangélisation qu'on est en train de mettre en place, je vois vraiment la différence entre quand on a commencé le projet, où les gens nous prenaient parfois pour des extraterrestres en disant: «Attends, mais ça va jamais marcher ton truc, on n'a jamais vu de robots sur les chantiers». Bah évidemment, parce que c'est compliqué de mettre des robots sur les chantiers, c'est plus compliqué que l'industrie. Sauf que maintenant, on y est, quoi. Et la réception du marché est plus du tout la même aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de gens en fait qui viennent nous voir en disant: «Attends, t'es complètement con, ça va pas marcher ton truc». Aujourd'hui, les gens se disent: «Ouais, c'est en train de venir». Alors moi, j'ai pas forcément envie d'être le premier. Donc ça, c'est les plus réfractaires, c'est ça. J'ai pas forcément envie d'être le premier. Bah, je laisse les autres essayer et puis on verra quand ce sera prêt. Et puis dans ce monde-là de gens du bâtiment, on a aussi, et comme dans tous les projets d'innovation, des gens qui sont un peu pilotes, qui ont envie d'être les premiers pour pouvoir être bien positionnés, pour pouvoir se préparer, pour pouvoir être les meilleurs et pouvoir tirer parti de la technologie quand elle sera mature. Et c'est avec ces gens-là qu'on travaille aujourd'hui. Donc les premières ventes qu'on est en train de mettre en place, les premiers chantiers pilotes, eh bien en fait c'est ça qu'on est en train de construire aujourd'hui. C'est nos premiers éléments de traction, nos premiers gens qui vont utiliser Paco, enfin qui ont déjà commencé à utiliser Paco, et qui parviennent à convaincre les autres. Et nous, c'est vraiment important. Enfin, cette étape de conviction de nos premiers, donc de conversion, on va dire, de nos premiers clients, elle est vraiment fondamentale parce que ces premiers clients, c'est les meilleurs avocats pour l'industrie, pour les gens qui sont un peu réfractaires. Et donc, ces chantiers tests qu'on fait en ce moment, ces premières ventes, on a du bouche à oreille et je peux même vous dire, et ça c'est du texto réalisé, des gens qui sont venus nous voir il y a 1 ou 2 ans en nous disant, «Ça marchera pas ton truc», qui reviennent nous voir aujourd'hui en disant: «Est-ce qu'on peut faire un test?» Et enfin voilà, je vous assure que c'est en train d'arriver en ce moment. Voilà, donc le monde change, on y participe, c'est pas dans un claquement de doigts. Il y a vraiment, une notion en fait de, création de marché et c'est pour cette raison qu'on s'est, entouré de gens qui connaissent le marché, et les Uniqalo et AkzoNobel, parce qu'on savait en fait que seul on n'y arriverait pas et donc on le fait de manière structurée avec des gens qui connaissent leur marché et qui sont, prêts à nous accompagner, de manière forte et puissante. Voilà. Parfait Antoine, merci pour ta réponse. C'était bien que tu puisses, l'expliquer, avec tes mots aussi, parce que voilà, moi je suis un convaincu aussi, hein, de ce changement du secteur du bâtiment, mais c'était une belle réponse. On arrive un petit peu à la fin de ce live, donc voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais juste vous rappeler, bah, que la collecte est en cours sur la plateforme WeSeed. Je vous invite à aller prendre connaissance un peu plus en détail du projet, peut-être des éléments financiers. Vous êtes aussi toujours à même de poser vos questions, sur la page de la collecte. Antoine y répond toujours, Bien sûr. très rapidement. Hem et voilà, nous, voilà, chez WeSeed, on est aussi convaincus que c'est un projet qui apporte, un changement, ben, important dans le secteur du bâtiment. Et voilà, on est aujourd'hui à 70 000 € collectés. Il reste encore, des voilà, un montant à aller chercher pour que l'opération se réalise, pardon. Donc on compte sur vous. Et voilà, je m'adresse aussi à ceux qui regarderaient ce live en replay. N'hésitez pas à poser vos questions sur la fiche projet et à souscrire si c'est un projet qui vous parle. Voilà, bah, on a Voilà. les 2 Thierry qui nous disent: «Bravo, merci pour la clarté des explications». Antoine, est-ce que tu aurais un dernier mot à passer du coup, aux Wisider et à ceux qui regardent en replay?
Non, bah, je serais ravi d'échanger avec vous, soit à travers de la plateforme, soit à travers des coordonnées que je vous ai mises là sur la slide. N'hésitez pas. Et voilà, moi, je suis vraiment convaincu que la robotique pour les peintres en bâtiment et de manière générale la robotique pour la construction, c'est inéluctable et qu'on va dans cette direction-là. Donc, si vous voulez participer au projet, qui est un projet qui moi m'enthousiasme beaucoup, eh bien, n'hésitez pas. À la fois, alors financièrement évidemment, puisque c'est l'enjeu aujourd'hui, mais si simplement une idée, un échange, ben, contactez-nous et on sera ravis d'échanger. À très bientôt. Parfait. Merci Antoine, à bientôt tout le monde.